Let's go! Bienvenue à tous dans ce 24e webinaire, qui sera un webinaire assez rapide, je pense, sur un sujet très spécifique, comment ventiler ton budget entre production et achat média, pour essayer d'optimiser, maximiser ton retour sur investissement par rapport aux initiatives que tu vas pouvoir mettre en place sur les réseaux sociaux. C'est un sujet assez important, c'est un sujet qui revient régulièrement chez nos clients, c'est une discussion qu'on a souvent avec eux. Au fil des années, on a développé une thèse autour de ce sujet-là, où en tout cas on a pu tester pas mal de choses dans différentes configurations, des clients qui parfois nous imposent des répartitions budgétaires dans lesquelles l'achat média représente une part plus importante du budget, versus des clients qui nous laissent relativement libres de leur faire des propositions, ce qui nous a permis d'itérer et de tester pas mal de configurations différentes, et puis on en a tiré quelques apprentissages que je vais partager avec vous aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, moi je suis Thomas, je suis un des 3 cofondateurs de Tirefess. Tirefess, donc agence social média qu'on a créée il y a 4 ans avec mes associés Benjamin et Glenn, qui compte aujourd'hui une petite quarantaine de personnes. On accompagne un peu plus de 50 clients, enfin autour d'une cinquantaine de clients, principalement dans la food et l'agroalimentaire. Et donc notre particularité, c'est qu'on a fait le choix d'internaliser toutes les fonctions nécessaires à faire nos métiers. Donc ça va de la strat à l'achat média, en passant par la prod, la post-prod, etc., y compris nos chefs cuisiniers. Donc on essaie vraiment d'opérer sur l'ensemble du scope social média, ce qui nous permet aussi de tester pas mal de choses, et ce qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le sujet justement de la répartition optimale entre achat média et budget de production, pour essayer de maximiser le retour sur investissement. Pourquoi est-ce que le sujet de la répartition ventilation budgétaire est important ? En grande partie parce que ça va conditionner une bonne partie des résultats qu'on sera en capacité d'avoir, notamment parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à prendre en compte. C'est qu'on a aujourd'hui des algorithmes sur les plateformes qui favorisent majoritairement les contenus engageants et de qualité. Ce que j'aime bien faire et ce que j'aime bien rappeler, c'est que c'est quand même toujours important de se mettre à la place de la plateforme, d'essayer de comprendre quels sont les enjeux de la plateforme. Et globalement, l'enjeu de la plateforme, quelle que soit la plateforme, c'est vrai pour Meta, c'est vrai pour TikTok, c'est vrai pour YouTube, c'est de faire en sorte que les gens passent un maximum de temps sur le réseau. Demain, vous avez une créa qui est un peu merdique et vous la poussez avec de l'ADS, en termes d'expérience utilisateur, c'est quand même pas terrible. Et donc si demain, le fait de diffuser des publicités racoleuses, de mauvaise qualité, etc., peut conduire certains utilisateurs à quitter la plateforme. Ils étaient tranquillement en train de surfer sur le réseau, ils sont dans leur story, ils voient votre publication sponsorisée en story qui arrive, c'est un discours hyper commercial, très clickbait, ultra sensationnaliste, et ils se disent « Oh, flemme, j'ai pas envie d'entendre ça », et ils s'en vont. Bah, vous serez pénalisé en tant qu'annonceur. Si demain votre créa ou votre publicité est de mauvaise qualité et elle peut conduire les gens à quitter la plateforme, vous serez pénalisé. Donc on a quand même un enjeu à s'assurer que le contenu qu'on diffuse soit le plus qualitatif possible et vienne plutôt contribuer à l'expérience utilisateur plus que la détériorer. Ça permet aussi, si on le fait bien, d'investir dans des actifs qui peuvent être utilisés sur le long terme. Et donc ça permet potentiellement d'avoir un meilleur rendement global, puisque quelques bonnes pratiques que je vais vous partager après peuvent vous permettre aussi d'identifier qu'est-ce qui fait une bonne pub sur le réseau. Et donc une fois que vous avez identifié ce qui est une bonne pub pour vous, par rapport au message que vous cherchez à diffuser, par rapport au discours que vous cherchez à faire passer, bah, ça peut vous permettre de définir entre guillemets une formule que vous allez pouvoir utiliser aussi sur le long terme, et donc maximiser le retour sur investissement que vous allez pouvoir tirer du fait d'avoir itéré sur vos créas. C'est aussi important d'investir dans sa créa parce que c'est un levier de différenciation. On est sur un marché, la plupart d'entre vous, vous opérez sur des marchés qui sont relativement saturés, avec beaucoup de concurrents. Aujourd'hui, toutes les marques, ou plus ou moins toutes les marques, sont sur les réseaux sociaux. Une bonne partie d'entre elles utilisent la publicité pour être visibles auprès de leur audience existante et de nouvelles audiences. Donc ça pose quand même la question de se dire, dans ce marché très saturé, où on est dans une compétition assez féroce pour récupérer l'attention de l'audience cible, comment on fait pour se démarquer et puis en profiter aussi pour asseoir un peu son image de marque, réussir à faire passer sa différenciation, son message, asseoir son positionnement, etc.
Et donc tout ça, donc le fait que les algorithmes favorisent les contenus qui engagent, la possibilité de, si on le fait bien, réussir à investir dans des actifs qu'on va pouvoir valoriser au temps long, des actifs qui permettent d'asseoir sa différenciation et de se démarquer de la concurrence, bah, tout ça, ça a un impact in fine sur le retour sur investissement, puisqu'une bonne créa, ça peut contribuer à augmenter l'engagement, les conversions, et donc permettre une meilleure utilisation du budget publicitaire. Ce dont il faut se rappeler, et c'est un peu ce avec quoi j'aimerais que vous repartiez à l'issue de ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'une créa médiocre, même avec un budget média conséquent, aura du mal à générer les résultats souhaités. Gardez bien en tête ce truc de se dire, les algorithmes favorisent les contenus qui engagent, et donc ça veut dire que potentiellement, à budget équivalent, une bonne créa permettra d'avoir plus de visibilité ou de générer plus de résultats. Et c'est là qu'on commence à arriver sur la logique d'avoir une meilleure utilisation du budget publicitaire en se disant les efforts, les investissements, le temps que j'ai passé à essayer de créer la bonne créa, bah, je vais le retrouver à la fin parce que avec le même budget, une meilleure créa générera plus de résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se dire ok, bah, comment je fais pour allouer un budget suffisant pour pouvoir me donner les meilleures chances de réussir. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Déjà, je pense qu'il y a deux cas de figure qui valent la peine d'être distingués. On va avoir d'un côté les stratégies qui se basent plutôt sur la création de contenu et des stratégies de sponsorisation en fil rouge. Donc on va prendre la parole régulièrement avec beaucoup de contenu. Par beaucoup, j'entends 6, 8, 10, 12 publications par mois. On n'est pas dans une logique de campagne ponctuelle qu'on va venir faire vivre pendant une période de temps donné. On est vraiment dans un truc de se dire je suis présent au temps long sur la plateforme avec des prises de parole régulières qui vont correspondre à des piliers de contenu que j'aurais définis et des thématiques récurrentes que je vais avoir envie de tacler à travers des formats que je trouve pertinents. Et par opposition, donc de l'autre côté, on va dire si on a un spectre, de l'autre côté, on a tout ce qui va toucher aux campagnes ponctuelles, qui procèdent d'une mécanique et d'une stratégie un peu différente. Et pourquoi je distingue les deux? Parce qu'en fait, les deux vont nous donner un certain nombre d'opportunités, les deux vont avoir des avantages et des inconvénients. Donc c'est important aussi de garder dans un coin de la tête qu'on peut se retrouver dans ces deux cas de figure et puis de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça implique en termes de répartition budgétaire. Juste pour creuser un petit peu là-dessus et pour vous dire quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux types de campagnes, bah, le fil rouge, évidemment, c'est idéal pour construire une relation à long terme avec son audience et pour réussir à renforcer la notoriété de la marque. Par contre, ce que ça implique, c'est que ça nécessite un investissement régulier en création de contenu pour pouvoir venir alimenter cette stratégie en continu. L'avantage, c'est que ça permet de tester différents angles, des formats, des messages, et puis d'itérer aussi assez rapidement pour identifier ce qui résonne auprès de l'audience cible. Ça assure une présence qui est un peu plus diffuse, mais qui est continue et qui, à mon sens, favorise la mémorisation. Les campagnes ponctuelles, de l'autre côté, ça peut être assez efficace pour des objectifs qui sont spécifiques et un peu court-termistes. On est sur un lancement produit, on est sur une promotion saisonnière. Là, ça peut avoir du sens de se dire, je vais aller mettre plus de moyens dans une campagne ponctuelle parce que j'ai un enjeu à être visible sur une période de temps donnée pour faire passer un message spécifique. Ça requiert du coup une allocation budgétaire qui est assez concentrée sur une période définie et ça donne des campagnes qui peuvent être assez puissantes mais qui sont limitées dans le temps et qui globalement laissent relativement peu de marge de manœuvre pour l'itération. C'est-à-dire qu'on va devoir faire une hypothèse de travail. Sur la base de cette hypothèse, on va aller imaginer différentes déclinaisons. On a un message fort, un parti pris, mais du coup on ne peut pas trop itérer sur ce parti pris et sur ce message parce qu'en fait on va être sur une fenêtre de temps donnée. Les deux peuvent évidemment coexister. Si vous avez le budget qui le permet, vous pouvez vous dire j'ai ma stratégie fil rouge à travers laquelle je vais faire venir passer un certain nombre de messages qui vont me permettre de venir asseoir le positionnement de la marque et en fonction, je sais pas, j'ai une innovation, j'ai un lancement produit, j'ai un temps fort commercial, allez imaginer des campagnes ponctuelles qui vont venir se mettre au-dessus de ce fil rouge. D'une manière générale, nous, ce qu'on a pu constater, le sweet spot pour nous en tant qu'agence, pour pouvoir faire du bon travail pour vous, annonceurs, c'est d'essayer d'allouer à peu près 60% du budget disponible à la créa. Parce qu'en dessous de ça, on va avoir du mal à se donner les moyens de réussir. Side note que je trouve, aparté que je trouve intéressante et importante, nous, notre parti pris là-dessus, c'est aussi de se dire un contenu qui est pensé pour performer en organique performera aussi en ads, c'est ce qu'on constate et je vous montrerai des exemples spécifiques après. Donc à retenir, nous globalement, notre recommandation c'est d'essayer de se dire par rapport à l'enveloppe dont je dispose, comment je fais pour allouer au moins 60% du budget disponible à la création pour se donner les moyens de réussir. Mais se donner les moyens de réussir, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier point,
c'est que si on a un budget créa qui est suffisamment important, on peut commencer à personnaliser les messages pour l'audience cible. Et ça veut dire deux choses. Ça veut dire potentiellement segmenter les messages. Si on a plusieurs segments d'audience qu'on cherche à adresser, ben on va pouvoir essayer d'aller imaginer plusieurs types de contenus différents qui vont être destinés à chacun de ces segments d'audience en particulier. Pourquoi c'est important? Parce que un message un peu plus personnalisé ou un peu plus précis, ça nous permet d'être plus pertinent dans ce qu'on va aller raconter à cette audience et potentiellement ça augmente l'engagement et les conversions. Je vous ai mis un exemple sur cette slide-là, qui est un contenu qu'on a réalisé pour Saveol, où on interpelle l'audience qu'on cherche à aller adresser dès le départ. C'est-à-dire que là, on s'adresse aux Bretons. Le cartouche, enfin l'introduction de la vidéo, c'est « Dis-moi que t'es breton sans me dire que t'es breton ». C'est-à-dire que là, si t'es breton, tu te sens concerné directement, t'es interpellé dès le début de la vidéo. Et ça fait écho à ce que je vous mettais sur cette slide-là en guise de pro tips, c'est que être spécifique quand c'est possible et essayer d'interpeller l'audience dès les premières secondes, ça permet de faire en sorte qu'elle se sente concernée. En termes d'itération, ça peut aussi vouloir dire, par exemple, vous avez un concept fort, et là je prends l'exemple d'une campagne ponctuelle, je vous en parlerai un peu plus après, mais vous avez un concept fort, vous voulez adresser ce concept, vous voulez en tout cas essayer d'être spécifique et de segmenter le contenu que vous allez créer pour adresser différentes audiences vraiment précises, ça peut vouloir dire j'ai le corps de mon contenu et puis je vais aller enregistrer différentes introductions que je vais venir faire différentes itérations, différentes variantes du même message avec des intros différentes qui s'adressent à différents segments d'audience. Donc là, on peut vraiment essayer d'aller d'être assez précis, d'être assez spécifique et de venir être dans du micro-détail à travers des tests. Si je reviens sur mon distinguo fil rouge ponctuel, l'avantage du fil rouge sur cette notion de personnalisation et d'essayer d'aller chercher différents segments d'audience, bah, ça nous permet d'avoir des prises de parole alternées. Ça, c'est intéressant. Quand on est dans une stratégie de fil rouge avec un budget qui le permet, on peut se dire que, en imaginant qu'on ait différents segments d'audience à adresser, on va avoir contenu 1 qui s'adresse au segment d'audience A, contenu 2 qui s'adresse au segment d'audience B, et alterner comme ça des prises de parole où on va aller venir servir nos différents segments d'audience. Un point qu'on voit revenir régulièrement, c'est par exemple quand on a une marque qui commercialise des produits qui s'adresse qui est à destination d'un segment d'audience qui n'est pas le responsable des achats. Donc on va avoir un prescripteur versus le responsable des achats. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire cohabiter ces deux cibles-là dans une ligne éditoriale qui a du sens et qui est cohérente? Bah, ça peut passer par ce biais-là, qui est de se dire on va venir alterner nos prises de parole pour essayer de s'adresser à nos différents segments d'audience. Donc ça, c'est possible en fil rouge. Campagne ponctuelle, ça va être un peu différent et ça fait écho à la mécanique que j'évoquais juste avant. Je vous ai mis des exemples concrets. Là, par exemple, je vous ai mis des exemples de ce qu'on peut faire pour Équilibré Instinct, qui commercialise une gamme de produits assez large, où on va avoir des gens qui sont propriétaires de chiens, des gens qui sont propriétaires de chats, des fois, parfois les deux. Mais ça peut être intéressant et pertinent de se dire, bah, on va aller jouer sur cette distinction. On va aller... pas forcément mettre en opposition parce que c'est pas l'objectif, mais en tout cas, sur certains contenus, aller interpeller les gens qui vont être plutôt propriétaires de chiens, sur d'autres, on va plutôt aller s'adresser aux propriétaires de chats et de se dire, bah voilà, comment est-ce qu'on fait pour que chaque contenu soit adressé à un segment de notre audience cible assez spécifique, ce qui nous permet d'être d'autant plus pertinent. Le deuxième point, c'est que ça nous permet aussi, donc il y a le sujet de la personnalisation, puis après on va pouvoir aller rentrer dans une vraie démarche de testing, et là on va pouvoir aller se dire, on prend un contenu, on prend un concept, et puis on va aller tester différentes dimensions de ce concept-là pour essayer d'identifier, aboutir un peu à notre recette, on va dire, finale, et ça passe notamment par différentes itérations et puis analyser les performances pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc pour vous rendre le truc très concret, je vous ai mis des exemples de ce qu'on fait pour Donna par exemple. Donna, on avait un concept où on allait interroger des collaborateurs sur, on a un prompt qui est le point de départ du contenu, ton produit Donna préféré pour, et puis après on va venir questionner les collaborateurs sur différents sujets. Et on avait testé deux choses différentes. On avait testé un format avec une hook, donc une accroche, et un format sans hook. Et on a constaté que le format avec accroche performait mieux que le format sans. Donc ça, c'est des apprentissages qui sont précieux parce que si on constate que ce format-là fonctionne bien et qu'il a vocation à se pérenniser dans notre ligne éditoriale, bah maintenant on sait que sur les prochaines itérations, il vaut mieux qu'on privilégie des formats avec accroche plutôt que des formats sans.
On a fait la même chose sur différentes durées. On est allé tester le même format avec des durées différentes. 10 secondes, 20 secondes, et on essaye de voir comme ça par tranche en incrémental, on augmente la durée pour voir jusqu'où on peut aller, à quel moment on peut avoir un contenu qui soit suffisamment long pour aller faire passer des messages qui sont relativement fournis et complexes, et à quel moment la longueur du contenu vient desservir la performance. Donc là, par exemple, on avait le même contenu monté en 10 secondes, en 21 secondes, et on a pu constater que le 21 secondes marchait mieux que le 10 secondes. Sans doute parce que ça nous permettait de donner des éléments de contexte qu'on ne pouvait pas faire passer dans la vidéo de 10 secondes. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est particulièrement vrai et pertinent sur du fil rouge parce que ça nous permet, sur des formats donnés, d'aller itérer et de venir les améliorer au fil de l'eau. Comment on fait quand on est dans des campagnes ponctuelles? Je vous ai mis une petite slide qui était tirée d'une présentation d'un webinaire qu'on avait suivi chez TikTok et qui était assez intéressante, qui était de se dire, si vous avez un concept clé sur une campagne donnée, vous allez pouvoir venir derrière, au sein de ce concept, essayer d'imaginer différentes déclinaisons pour vous donner la possibilité d'explorer différentes combinaisons. Donc ça va être, j'ai un concept. Pour ce concept-là, j'ai une accroche, j'ai, on va dire, la substance de mon contenu et j'ai mon appel à l'action. Je vais venir enregistrer, je vais garder la même substance, le même corps de mon contenu, mais je vais venir enregistrer 2 ou 3 accroches différentes, je vais venir enregistrer 2 ou 3 appels à l'action différents, et je vais pouvoir comme ça créer un ensemble d'assets que je vais venir mettre en compétition pour pouvoir aller me donner les meilleures chances d'avoir le plus de performance possible avec la meilleure combinaison accroche, corps du contenu, appel à l'action, et ça permet aussi non seulement d'identifier la meilleure combinaison, mais de combattre potentiellement la fatigue publicitaire auquel on peut être exposé quand on a, on va dire, une campagne qu'on va venir étirer dans le temps avec des budgets publicitaires assez conséquents. Ça nous permet d'avoir un peu plus de variation et de pouvoir proposer différentes variantes du même concept. Mais bon, pour faire tout ça, ça suppose d'avoir un budget qui le permet pour se donner l'opportunité d'aller venir enregistrer, enfin créer différentes variantes sur les segments, on va dire, du contenu. Le dernier point, c'est que avoir un budget suffisamment conséquent, ça nous permet aussi de s'assurer qu'on va diffuser les bons formats au bon endroit. Quelque chose qu'on voit régulièrement, c'est que quand on est contraint au niveau du budget, on ne va pas pouvoir produire un nombre d'assets incalculable, et donc on se retrouve à diffuser des mauvais formats sur certains emplacements publicitaires. Des fois, des gens on va faire une créa carré qui est pensée pour le feed sur Instagram. En même temps, on sait que l'emplacement en story coûte pas très cher et que ça nous permet d'aller adresser une audience en particulier. On va vouloir aller diffuser cette créa carré sur l'emplacement story qui est pensé pour être un format portrait. Ça marche pas, parce qu'en fait, le résultat final est pas esthétique, ça dessert la marque, c'est pas professionnel. En termes d'expérience utilisateur, c'est pas optimisé pour l'emplacement, et donc du coup, on va se retrouver à payer plus cher la diffusion sur cet emplacement-là que si on avait si on avait décliné la créa ou si on avait fait une autre variante de la même créa au bon format. Donc ça, encore une fois, avoir le budget nécessaire, ça nous permet de créer les meilleurs, d'avoir les bonnes créas au bon format pour diffuser sur les bons emplacements, et donc se donner l'opportunité d'être présent sur tous ces emplacements-là, certains d'entre eux étant par définition, ou en tout cas moins chers que d'autres. Le dernier point là-dessus, ce que je peux vous recommander de faire aussi, et ça c'est entre guillemets un prérequis, j'en parle à la fin, mais en vrai c'est quelque chose qu'il faut faire au temps long, c'est d'essayer d'aller suivre un petit peu les tendances pour continuer à innover. Là-dessus, il y a pas mal d'outils qui existent et ils évoluent constamment. Celui qu'on trouve le plus pertinent chez Tierface et qu'on utilise beaucoup depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, c'est le TikTok Creative Center. Notamment parce que, et c'est un conseil que je vous donne, c'est d'aller voir les créas que diffusent les annonceurs sur votre segment de marché, mais pas que. Aller voir, parce que le TikTok Creative Center, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il donne les courbes de rétention. Sur un contenu diffusé en ads, il donne les courbes de rétention au fil du contenu, et ça permet d'évaluer les différents segments de ce contenu-là, comment est-ce qu'il performe, quel est le segment qui performe le mieux, ou quel est le segment qui fait que les gens entreprennent le plus d'actions. Et ça peut venir vous alimenter aussi sur votre veille créative, sur le fait de se dire comment je structure mes différents contenus, et d'aller voir un peu les bonnes pratiques, ou en tout cas ce qui marche bien chez les annonceurs sur votre segment de marché, mais ailleurs aussi, je vous encourage vraiment à aller voir ce qui se fait ailleurs.
pour pouvoir aller vous dire, ok, quelle bonne pratique je peux prendre et comment ça vient alimenter tout ce qu'on a évoqué juste avant sur mon itération, mon testing, ma personnalisation, quelles sont les différentes modalités que je vais pouvoir aller identifier chez les autres et que je vais pouvoir récupérer pour pouvoir tester à mon niveau. Voilà, j'avais prévenu que ce serait un webinaire qui serait relativement rapide, mais en gros, si je résume, ne coupez pas trop, ne soyez pas trop short sur les budgets créatifs, parce qu'en fait, le social media nous permet d'aller tester beaucoup de choses avec un niveau de granularité qui est assez poussé, que ce soit au niveau des formats, que ce soit au niveau des messages, que ce soit au niveau des emplacements publicitaires. Et le problème, c'est que si on travaille avec un budget trop restreint, on passe à côté d'apprentissages qui sont précieux et qui, sur le temps long, peuvent permettre de faire une vraie différence dans l'optimisation du budget alloué, que ce soit à la créa ou à l'achat média. Donc ne rognez pas trop sur vos budgets créa, parce que vous le paierez sur le temps long et vous ne vous mettez pas dans les meilleures dispositions pour réussir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur la page LinkedIn, sur Instagram, à venir me voir sur LinkedIn. Je suis connecté, actif et joignable. Et je vous laisse avec un dernier petit appel à l'action, c'est que si vous avez trouvé ce contenu intéressant, si ce genre de sujet vous intéresse, on a une formation gratuite, plus de 7 heures de contenu dans laquelle on adresse les sujets relatifs à l'ADS, mais pas que, qui est assez complète, qu'on continue à mettre à jour en temps réel au fur et à mesure de nos apprentissages, de nos expérimentations. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à cette formation 100% gratuite, 7 heures de contenu dédié aux social media. Il y a tout ce qu'il faut. On y parle de stratégie, de création de contenu, d'achat média, d'influence, de community management. Donc allez vous inscrire. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine.